C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, l'annonce de Macky Sall, le président sénégalais, va saisir dès mercredi l'Assemblée nationale pour un projet de loi d'amnistie générale sur des faits de manifestations politiques entre 2021 et 2024. Une annonce survenue le jour de l'ouverture d'un dialogue national, un dialogue rejeté par une majorité de l'opposition. Reportage à suivre. Lever des sanctions contre le Niger, la stratégie est-elle payante pour la CEDEAO ou est-ce un aveu d'échec? Autant de questions que nous allons poser à notre invité, Sédi Kaba, journaliste, écrivain et président du Centre international d'études et de réflexion sur le Sahel. Il est notre invité ce soir. Les humanitaires confrontés de plus en plus aux blessures de guerre dans l'est de la République démocratique du Congo. Les combats dans le Massissi et le Rutshuru sont violents et les populations continuent à fuir vers Goma. Reportage de nos envoyés spéciaux à suivre à la fin de ce journal. Ouverture du dialogue national au Sénégal, un dialogue censé apaiser les tensions depuis le report du scrutin demandé par le président et l'annulation de ce report par le Conseil constitutionnel. Ce dialogue est rejeté par une majorité de l'opposition qui appelle à l'organisation de la présidentielle. C'est dans ce contexte que le président Macky Sall a fait un nouveau geste d'apaisement ce soir. Il va saisir le Parlement pour un projet de loi d'amnistie concernant les manifestations politiques entre 2021 et 2024. Écoutez. À cette fin et dans un esprit de réconciliation nationale, je saisirai l'Assemblée nationale dès ce mercredi en Conseil des ministres d'un projet de loi d'amnistie générale sur les faits se rapportant aux manifestations politiques survenues entre 2021 et 2024. On vous parle à présent du geste de la CEDEAO. L'organisation ouest-africaine a annoncé ce week-end la levée d'une partie des sanctions imposées au Niger. La Guinée et le Mali sont également concernés. Avant d'aborder la question avec notre invité Sédi Kaba, on écoute Abdoulaye Seydou, leader du M26, mouvement de soutien des militaires au pouvoir. Écoutez. Avant la levée des sanctions, le Niger a déjà gagné le rapport de force. Le peuple nigérien a vaincu la CEDEAO. Le Niger avait été injustement prise à partie par la CEDEAO sur instruction des puissances colonialistes. La CEDEAO, là, nous n'en faisons plus partie et nous n'en ferons plus partie. Voilà. Sédi Kaba, journaliste, écrivain et auteur de plusieurs ouvrages, dont une crise interne au Conseil militaire suprême du Niger. Un livre à paraître le 14 mars prochain aux éditions L'Harmattan. Merci beaucoup, Sédi, d'être avec nous sur ce plateau. Alors, vous avez entendu ce que disait Abdoulaye Seydou. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a plus de négociations possibles entre la CEDEAO et le Niger ? Je pense qu'il y a non seulement de la négociation, mais il y a une possibilité qu'une entente soit trouvée entre la CEDEAO et le Niger et les deux autres pays membres de l'Alliance des États du Sahel, parce qu'il est dans l'intérêt de chacune des parties qu'on puisse trouver un accord, parce que tout le monde a à perdre d'une séparation dans ces conditions-là. Alors justement, pourquoi le Niger est le pays de l'AES le plus concerné par cette levée de sanctions ? Oui, parce que à la différence du Burkina et du Mali, le Niger, en plus de la suspension des rangs de la CEDEAO, a fait l'objet des mesures d'embargo, ce qui n'est pas le cas des deux autres. La CEDEAO a décidé donc de lever toutes les mesures complémentaires, parce que quand il y a un coup d'État, le pays est automatiquement suspendu de la CEDEAO, mais il est possible que la CEDEAO prenne des mesures additionnelles. C'était le cas du Niger depuis le coup d'État du 26 juillet 2023. Et là, la CEDEAO a décidé de lever toutes les sanctions supplémentaires, mais en maintenant la suspension du Niger de ses rangs. Alors, est-ce que ces levées de sanctions sont une stratégie de la CEDEAO pour ramener le Niger au sein de l'organisation, ou est-ce juste un aveu d'échec, le symbole de l'impuissance de l'organisation régionale qui, malgré les sanctions imposées, n'a pas finalement obtenu ce qu'elle voulait de ces régimes? Je pense qu'on peut dire que la CEDEAO a fait d'une pierre deux coups. Elle a pris acte de l'impasse dans laquelle les mesures de sanctions l'ont amenée, puisque les sanctions avaient été décidées le 30 juillet et le 10 août 2023 dans l'espoir de rétablir l'ordre constitutionnel et de rétablir au pouvoir le président Bazoum. 7 mois après, les sanctions, elles n'ont pas d'obtenir le résultat pour lequel elles avaient été décidées. Donc, on est se retrouvé dans une impasse. Donc, c'est du pragmatisme.
absolument, c'est un acte de pragmatisme. Et la CEDEAO, comme on l'a vu, a décidé maintenant de changer de fusil d'épaule, de discuter avec les jeunes. Je pense qu'elle aurait dû commencer par là. Discuter avec les jeunes, demander l'agenda, voir comment on peut accompagner la transition. Donc, elle a pris acte de l'impasse dans laquelle les sanctions ont amené. Mais en faisant cela, ça lui permet aussi de maintenir le dialogue avec le Niger et les deux autres pays des États de l'Alliance du Sahel pour éviter justement une sortie de ces pays-là, parce qu'une sortie de ces pays-là affaiblirait la CEDEAO, parce que je rappelle quand même que ces trois pays ensemble représentent 17% de la population de la CEDEAO. Or, la CEDEAO voudrait devenir un grand marché dans le cadre de la zone de libre-échange économique continentale. Amputé de 17% de sa population, ce n'est pas une bonne nouvelle. Donc finalement, la sortie annoncée du Niger, du Mali et du Burkina de la CEDEAO, c'était un pari réussi, puisque ça a permis d'exercer une pression sur la CEDEAO pour entrer dans ces discussions. Ça a permis de construire un rapport de force. Les pays n'étaient pas écoutés avec une oreille bienveillante à l'époque où ils parlaient. Mais avec la décision de se retirer, je crois que la Commission et les chefs d'État ont estimé qu'il faut poursuivre le dialogue avec ces pays-là et éviter surtout qu'ils s'en aillent, parce que s'ils s'en vont, ça va affecter l'intégration régionale, mais ça va aussi affecter la lutte contre l'insécurité, puisque comme vous savez, Myriam, maintenant la menace terroriste, elle est en train de se déplacer du Sahel vers les pays du Golfe de Guinée. Alors, on va en parler dans quelques instants. Dernière question concernant le Niger. Est-ce qu'il y a eu des discussions avant l'annonce de la levée des sanctions? Est-ce qu'il y a eu des conditions, comme par exemple la libération du président Bazoum? Non, il n'y a pas eu de négociation préalable. Mais l'espoir des chefs d'État en faisant ça, en faisant ce geste, c'est que la junte aussi fasse preuve d'une bonne volonté en libérant le président Bazoum. Ce n'est un secret pour personne que le président togolais, Faure, poursuit des négociations avec la junte pour obtenir la libération du président Bazoum. Il reste, d'après les informations qu'on a, les conditions. Est-ce qu'il reste au Niger? Est-ce qu'il va à l'étranger? Quelles vont être les conditions? Donc, il reste ce chapitre-là qui est en cours de discussion. Et à mon avis, le fait que les sanctions aient été levées va créer des conditions d'une sérénité pour poursuivre justement l'agenda en vue de la libération. Et justement, Faure Gnassingbé, président togolais qui est chargé de mener cette négociation entre la CEDEAO et ces pays, aura du coup une nouvelle page à écrire dans cette nouvelle phase de discussion. Vous parliez, Seydi Kaba, de la sécurité, ou plutôt de l'insécurité. On va s'arrêter un instant au Burkina Faso, où la situation sécuritaire est très compliquée. De nouvelles violences ont été enregistrées ce week-end, des attaques djihadistes contre des militaires, mais aussi contre des fidèles catholiques qui priaient. Au moins 15 civils ont été tués. On fait le point avec notre correspondant régional, Serge Daniel. Les faits se sont déroulés dans le nord-est de Burkina Faso, non loin des frontières du Mali et du Niger. Selon un responsable du diocèse de la localité de Dori que nous avons contacté, c'était dimanche dans une petite communauté catholique d'un village situé 45 km plus loin. Les fidèles étaient réunis, regroupés pour prier le Seigneur, lorsque subitement, peu avant l'homélie, des coups de feu ont été entendus. De présumés djihadistes ont fait leur apparition au sein de l'église et ont tiré à bout portant. Au moins 15 fidèles ont été tués, au moins 15 fidèles catholiques tués, mais il y a également des blessés. Les djihadistes ont voulu envoyer un message assez clair dans cette partie du Burkina Faso où il règne toujours en maître absolu, toujours au Burkina Faso. Et il faut quand même dire que ce week-end a été sanglant ailleurs sur le territoire national. Les mêmes djihadistes se sont attaqués à des casernes, à des militaires, à des forces de défense et de sécurité du Burkina Faso. De leur côté, l'armée du Burkina, de sources proches de l'armée du Burkina, les assaillants auraient été repoussés. Des bilans contradictoires circulent, mais la certitude est que pour le moment, des civils qui fuient ces combats trouvent refuge ailleurs. Alors, Seydi Kaba, le Burkina Faso dont la situation sécuritaire est très inquiétante, le pays n'a pas été concerné par la levée de sanctions aussi. Oui, en réalité, le pays fait l'objet simplement de sanctions au titre du coup d'État, c'est-à-dire la suspension des instances de la CEDEAO. Il ne fait pas l'objet de mesures d'embargo, donc il n'est pas dans la même situation que le Niger. Il est plutôt dans la situation du Mali et de la Guinée. Et je pense qu'au Burkina Faso,
ce qui est préoccupant, c'est la situation sécuritaire qui ne semble pas s'améliorer. Pourquoi elle se dégrade autant? Il n'y a pas, je pense que l'armée, les forces de défense et de sécurité du Burkina n'ont pas encore réussi à construire un rapport de force favorable face aux groupes djihadistes qui sont très mobiles. En plus, il y a aussi le fait que la cohésion semble affectée par ces rumeurs de tentatives de coup d'État qui sont récurrentes depuis l'arrivée du président Ibrahim Traoré. On en a dénombré 3 ou 4 tentatives. Donc tout ça impacte quand même sur l'efficacité opérationnelle des forces de défense et de sécurité du Burkina. Alors on va parler de la Guinée, puisque le pays qui ne fait pas partie du Sahel est également concerné par la levée des sanctions. Oui, il y a comme on sait, depuis le coup d'État de septembre 2021, la Guinée a été suspendue de la CEDEAO. Et en plus de la suspension, des sanctions financières et économiques ont été prises. Et là, la CEDEAO a décidé de lever les sanctions financières et économiques. Je pense que c'est un signal qui est envoyé à la junte pour qu'elle puisse accélérer le calendrier, parce qu'à ce jour, 2 ans, plus de 2 ans, bientôt 3 ans, en septembre 2024, ça fera 3 ans que le président Alpha Condé a été renversé. On n'a pas encore de calendrier, on n'a pas encore une échéance pour la fin de la transition. Je crois que la CEDEAO, en faisant ce geste d'ouverture, a lancé un message à la junte pour qu'elle puisse accélérer justement le calendrier de transition et aller vers des élections. Et on va en parler dans quelques instants. Merci beaucoup, Seydi Kaba. Je rappelle juste le titre de votre ouvrage, Crise interne au Conseil militaire suprême du Niger. Un livre à paraître le 14 mars prochain aux éditions L'Harmattan. Merci, Seydi Kaba. Et justement, on va parler de la Guinée avec cette première journée de grève générale qui dégénère. Des affrontements entre des jeunes manifestants et des forces de l'ordre ont fait au moins 2 morts. La grève à l'appel de 13 centrales syndicales du pays avait pour but de dénoncer, entre autres, les restrictions de l'Internet et des médias. La correspondance à Conakry de Malik Diakité. Ici, à Kaloum, le centre administratif de la capitale guinéenne, les bureaux des services publics sont restés quasi déserts. Même climat dans le secteur privé, notamment les banques, les assurances, tous sont restés fermés. Pas de transactions financières officielles. La circulation dans la capitale est paralysée. Les taxis, tricycles et même les mototaxis ont pour la plupart suivi le mot d'ordre de grève. Dans plusieurs quartiers situés dans la banlieue de Conakry, notamment sur la route Le Prince, des affrontements ont éclaté entre les forces de sécurité et les jeunes manifestants qui ont monté des barrages pour empêcher la circulation. Dans la rue de Conakry, les citoyens appellent au dialogue. Aujourd'hui, la situation que nous vivons en Guinée, c'est une situation un peu difficile. Donc c'est le moment où toutes les parties doivent se mettre ensemble, conjuguer le même verbe pour sauver la Guinée. Il va falloir que d'un côté et d'un autre, qu'on en vienne à de meilleurs sentiments et que l'on trouve une solution qui puisse ne pas pénaliser les citoyens guinéens. Dimanche, le mouvement syndical a boycotté la main tendue des autorités. Il pose comme condition préalable la libération immédiate et sans condition de Sékou Jamal Pendessa, secrétaire général du syndicat des professionnels de la presse, condamné vendredi par la justice à 6 mois de prison, dont 3 fermes. La situation dans l'est de la République démocratique du Congo. Les habitants des territoires de Massissi et du Rutshuru sont pris au piège dans de violents combats. Ils sont toujours plus nombreux à se réfugier dans les camps en périphérie de Goma. Les humanitaires sur place s'inquiètent du nombre de civils blessés par armes. Reportage d'Aurélie Bazara-Kibangula. Des larmes et des gémissements, signe de douleurs intenables. À 18 ans, ce garçon traverse l'enfer. Blessé par une bombe, les médecins tentent de lui sauver la seule jambe qui lui reste. Pour le moment, on a par exemple des cas graves qu'on n'a pas souvent l'habitude de voir. C'était rare vraiment d'avoir des amputés. À l'hôpital de Ndosho à Goma, les civils blessés par les combats affluent. Les opérations s'enchaînent. Là, on va l'amener au bloc. Plus de 300 patients ont été pris en charge depuis le 7 février, date de la dernière offensive rebelle du M23. C'est 5 fois plus que d'habitude. Pour faire face à cet afflux, l'équipe chirurgicale a été renforcée, passant de 2 à 3 équipes de blocs opératoires. Nous avons la moyenne de 25 opérations par jour, sans compter les urgences. Par exemple, hier, nous étions là de 8h à 22h. Nous avons des blessures par éclat, nous avons des blessures par barre. Dans les couloirs, des femmes et des enfants attendent d'être opérés. D'autres se remettent de leurs blessures.
Dans la chambre d'à côté, Reina est elle aussi une rescapée. Elle a été blessée au thorax par une bombe alors qu'elle emballait ses affaires pour fuir le camp où elle s'était réfugiée en périphérie de Goma. Je me sens très mal. Mon mari et mon enfant, blessés par la bombe, sont morts à l'hôpital de Saké, le jour de l'anniversaire de mon bébé. J'étais presque morte quand on m'a emmenée ici. On a fui parce qu'on a peur de mourir. Mais même lorsqu'on se réfugie, la mort nous retrouve. Malgré le deuil, malgré la douleur, ceux qui ont échappé aux affrontements veulent croire à un avenir meilleur. Mais tous partagent un sentiment, celui d'être pris au piège dans ce conflit qui dure depuis près de 30 ans dans l'est du pays. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci aux équipes en régie, merci à notre chef d'édition Khalid Oussi, merci à nos correspondants et merci à vous pour votre fidélité. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.